L'aérien, donc l'aérien, alors, l'aérien, vous avez deux types de transport en aérien. Bon, je sais que c'est des points que vous voyez assez peu dans Gaulle, mais qui sont des points extrêmement importants. Vous avez, en aérien, vous avez un transport qui est fait, ce qu'on appelle le belly, c'est-à-dire vous transportez des palettes aériennes, des containers que vous voyez, vous savez, les containers alu que vous voyez sur les tarmacs dans les aéroports. On les transporte dans des vols commerciaux. Si les vols commerciaux s'arrêtent, c'est ce qui s'est passé, eh bien, on a perdu dans le monde, en l'espace d'une semaine, toutes les capacités de transport aériennes liées aux vols commerciaux. Ce qui était considérable. Hein, considérable. En parallèle, donc, il y a eu l'activation de charter. De charter, c'est-à-dire que vous, en fait, vous achetez une ligne, mettons Chine-France. Donc, vous achetez un one-way, donc Chine-France, et vous payez, je ne sais pas, moi, 350 000 $ l'avion. Vous pouvez charger 100 tonnes, à peu près, 104 tonnes, mais en moyenne 100 tonnes. Et de ce fait, vous pouvez opérer. Le problème, c'est que tout le monde s'est jeté sur les charters, les Américains, les Brésiliens, les Chiliens, les Chinois, les Français, les Allemands, au même moment, et il n'y avait pas assez d'avions cargo pour transporter la marchandise. Autre point majeur en ce qui concerne l'aérien, si vous faites un comparatif de coûts entre un transport aérien, un transport par conteneur et un transport par route, je vais prendre un exemple, c'est la Chine, par exemple. Le coût du transport aérien Chine-Europe est à peu près, dans des conditions normales de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, on est à peu près à 3,5 $ par kilo. Si vous prenez ensuite un container, on est plutôt à 25 centimes du kilo, voire 30 centimes du kilo. Et vous prenez ensuite la route qui a été mise en place entre Chine et Europe par camion, donc en passant par Kazakhstan, Biélorussie, Afghanistan, enfin tous les stans, et puis en arrivant sur la Pologne et en descendant ensuite par l'Allemagne sur l'Europe, sur le reste de l'Europe. Donc un trajet qui peut se faire à peu près en 20 jours, y compris les passages douaniers. Là, on était à l'époque, dans une règle normale, on était par kilo, je ne vais pas vous dire de bêtises, 1 $ par kilo. Donc, vous comparez 25 centimes de dollars par kilo en maritime, 1 $ par kilo en route et 3,50 $ par kilo en aérien. Par ailleurs, les trajets en termes de delivery time, donc en délai de livraison, en aérien, vous êtes en moyenne à 6-7 jours, tout compris end-to-end, bout en bout. En maritime, vous êtes à peu près, toujours pareil, Chine-Europe à 50 jours et en route à 20 jours. Donc, c'est posé le problème du coût de l'aérien au regard du reste, qui n'était pas prévu dans les budgets. C'est posé le problème du manque de capacité à la fois en aérien comme en maritime. Et la route n'a pas pu faire face, car il y a eu de gros problèmes en termes de nombre de camions et de remorques, mais surtout, il y a eu de gros problèmes avec la douane en Biélorussie, qui a créé des blocages extrêmement significatifs. Et donc, tout ça a été, je dirais, a créé de lourdes conséquences sur les approvisionnements. Alors, un autre point aussi qu'il faut… Alors, pardon, excuse-moi, Xavier, j'ai deux questions justement sur l'aérien. Ouais. Une question, c'est quel pourcentage représentent les vols commerciaux pour le transport de marchandises? Le Bailey représente environ 40 à 45%. Donc, c'est énorme. Hein. Ouais, d'accord. Énorme. Du jour au lendemain, on a perdu 40 à 45% de capacité. Donc, c'est considérable. Hein. Et sur l'île maritime, je n'ai pas le chiffre exact parce que ce n'est pas connu. Mais il y a eu un arrêt au moins de 40% des lignes maritimes. Donc, c'est énorme, énorme. On n'a jamais connu ça, même durant la crise des subprimes en 2008, 2009. On n'a jamais connu ça.
C'est la première fois depuis la guerre, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'on connaît ce problème-là. Et une autre question, en fait, toujours parce qu'on est sur le transport aérien, est-ce que la crise va impacter plus longtemps le transport aérien? Est-ce qu'il y a une remise en cause de l'aérien, enfin, par rapport à il y aura. Bon, aujourd'hui, on continue à utiliser beaucoup de charters parce que le belly, enfin, les vols commerciaux n'ont pas été rétablis. Hein. Bon, ça, vous savez aussi bien que moi. Donc, les coûts restent élevés. Les compagnies maritimes n'ont pas remis en place encore toutes les lignes, loin s'en faut. Je vais vous donner un exemple. Les résultats aujourd'hui, en termes de résultats opérationnels, je ne vais pas vous les donner parce moi je les ai, mais ils sont confidentiels encore aujourd'hui. Des groupes comme Maersk, comme CMA, comme Hapag-Lloyd, COSCO, n'ont jamais été aussi bons. C'est une success story en 2020. Et bien sûr, parce que tout le monde cherchait des containers et tout le monde était prêt à payer n'importe quel prix pour approvisionner ces lignes. Et aujourd'hui, moi je travaille pour une société, je suis au conseil d'administration d'une société qui fait de l'import de produits de Chine vers les États-Unis ou de Chine vers l'Europe sur des pièces détachées automobiles. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu le directeur général en ligne qui m'a dit: est-ce que tu peux nous aider? Car en 2019, on payait un container de Chine vers Europe à peu près à 2500 $. Et en janvier, là en ce moment, on doit payer entre 10 000 et 15 000 $ le container. Vous imaginez? Et ça, ce n'est pas dans les budgets. Hein. Et quand vous prenez, par exemple, si vous prenez un container de textile, des t-shirts qui partent de Chine, donc vous mettez à peu près 15 tonnes de marchandises. La valeur du produit dans le container, elle est d'environ la valeur du produit dans le container, elle est d'environ 6 000 $. Et vous devez payer entre 10 et 15 000 $ le container. Imaginez l'impact que cela peut avoir en termes de coût, donc coût complet pour le produit rendu Europe ou rendu États-Unis, pour des sociétés comme H&M, C&A, Zara, Primark, Uniqlo et les autres. Les impacts sont considérables. Et là, on va revenir dessus. C'est clairement, ça interroge sur le futur. Et là, j'ai vu une question passer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas redévelopper l'Europe? On va aborder ce point-là, on va répondre à ce point-là un peu plus tard dans cette présentation. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire là, et vous savez, on en a peu parlé, hein, mais ça a éminemment impacté tout ce qui était, je dirais, sourcing étranger, en particulier asiatique et américain. Et ça a généré des conséquences extrêmement significatives qui sont loin d'être terminées. Autre point que je voudrais préciser ici, c'est, vous savez, on a vu le problème des masques. Donc, tout le monde a dit les masques, je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias disaient oui, les Américains arrivent sur le tarmac dans les aéroports et payent les masques, rachètent les masques au nez, à la barbe des Français et autres. Bon, d'abord, il n'y avait pas de problème de transport de masques. Je connais des sociétés qui ont négocié avec Santé publique France. Le problème, c'est que pour obtenir un accord sur un transport aérien par Santé publique France, d'abord, vous ne faites pas une réunion avec moins de 20 personnes dans le call. Deux, avant qu'ils prennent une décision, ça va, on peut prendre plusieurs cafés, hein, on a du temps. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, les Américains, mais les Allemands aussi, hein, il n'y avait pas que les Américains. Hein. Ils étaient sur les tarmacs, en Chine, avec des valises de dollars. Ils disaient, bon, c'est combien l'avion, là, pour 100 tonnes de marchandises, 400 000 $, ok, très bien, on prend. Allez, et ils payaient cash.
Et nous, ben nous on négociait 90 jours de termes de paiement. Alors, c'est sûr, après, on n'a pas les masques. Ben oui, vous savez, quand on est en guerre, comme disait notre ami Macron, ben, il faut utiliser parfois des armes un peu différentes de celles qu'on utilise habituellement. Je ne dis pas ça contre le gouvernement, loin s'en faut, mais surtout par rapport à des départements du gouvernement comme Santé publique France, par exemple, ben, qui n'ont pas toujours, en tout cas pas au début, compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir les produits au bon moment. Donc, ce n'était pas un problème de rupture. Bon, bien sûr, il n'y avait pas assez de masques en France, bon, ça c'est clair. Et surtout, on n'a pas mis les moyens en place tout de suite pour pouvoir faire en sorte à ce que ces masques arrivent et arrivent en temps et heure tel qu'on l'espérait. Donc, là aussi, ce n'était pas tellement un problème, comment dire, un problème de stock, bien sûr, mais c'était beaucoup plus un problème de décision et un problème de logistique. Bon, développement du e-commerce, vous l'avez tous vu, bon, c'est clair, croissance du e-commerce de 20 à 30%, voire dans certains cas 50%. Donc là, c'est clair que le e-commerce a tiré son épingle du jeu. Moi, j'ai des amis qui gèrent des sociétés de last mile delivery, donc livraison au dernier kilomètre, dans différents pays dans le monde. Ils ont eu des croissances de chiffres de l'ordre de 50 à 70%. Et ça continue. Donc, c'est du jamais vu, mais ça prouve que le e-commerce vraiment a été boosté et va continuer à être boosté. C'est pour ça que la conférence de demain, je crois, sera très intéressante en ce qui vous concerne, parce que clairement, ça devient un enjeu notable pour toutes les sociétés de pouvoir développer le e-commerce. Pénurie de personnes, ben là aussi, bon, ça c'est un autre point que vous connaissez, hein, je ne vais pas trop commenter celui-ci, mais c'est vrai que c'était difficile parfois les volumes étaient là en France, entre autres dans la grande distribution, puisque ce qui s'est passé avec la fermeture des cinémas, bars, restaurants, eh bien, il fallait bien continuer à manger. Donc, il y a eu un basculement de la consommation, des bars, des restaurants, vers le chez-soi. Et donc, la grande distribution, à l'encontre des grossistes qui ont arrêté en grande partie leur livraison vers les cafés, hôtels, restaurants, eh bien, s'est développé considérablement, à hauteur de 20 à 30%. Et dans nos entrepôts, et je pense que probablement Céline pourra commenter ça, et bien, parfois, on n'a pas eu le nombre suffisant de personnes parce que il y avait des gens qui étaient arrêtés parce qu'ils étaient malades, parce qu'il fallait mettre les volumes ont monté de 20 à 30%, et ainsi de suite. Et ça entraîne d'autres conséquences sur lesquelles on viendra plus tard. OK. Alors maintenant, Céline, je vous passe la parole. OK. Voilà, je vais faire défiler le diaporama. Vous me donnez le tempo, comme vous voulez. Hein. Oui, voilà, je veux bien qu'on aille directement sur la première page, okay, à la page suivante. Voilà. Donc, effectivement, comment on a dû s'adapter à cette crise très tôt en 2020. On s'est dit que bien que ça se passait qu'en Chine, ça risquait d'arriver chez nous. Et notre plus grande préoccupation était nos équipes, puisque surtout chez ID Logistique, c'est à peu près la seule chose qu'on possède réellement. Je ferai ce que je peux en fait, c'est ça que je fais maintenant. Ah, il y a un micro qui reste ouvert. Donc, très rapidement, on s'est focalisé sur cette plus grosse problématique, à savoir comment on allait faire pour protéger nos équipes. Donc, on a commencé par acheter en grande quantité tous les masques qu'on avait pu trouver dès le mois de février dans les magasins de bricolage. La problématique, c'est qu'on a beaucoup trop de salariés par rapport à la quantité de masques qu'on pouvait offrir, et il était encore plus délicat de commencer à mettre en place des masques et de ne pas en avoir assez pour tout le monde. Donc, on s'est retourné vers l'ARS, enfin, en interne, en tout premier, la toute première démarche, ça a été de créer ce qu'on appelle une cellule Covid. Et donc, vraiment, ça a été des personnes très décisionnaires chez ID Logistique qui ont fait partie de l'équipe.
Donc, on a eu donc, un directeur donc, national. On a eu l'ARH France, mais également un responsable, enfin un directeur régional, de manière à avoir en fait un petit peu une remontée très rapide du terrain et puis des décisions qui pouvaient être prises, qui allaient engager financièrement l'entreprise et dans l'organisation. On s'est très rapidement rapproché de l'ARS pour connaître justement les protocoles sanitaires, parce que c'était compliqué d'avoir une information stable. Et il fallait qu'on puisse, nous, faire quand même une démarche nationale. On ne pouvait pas, sur un site, appliquer une consigne, sur un site à 2 km plus loin ou 100 km plus loin, une consigne différente. Donc, voilà. Il était important, en fait, d'appliquer les mêmes protocoles de partout, d'où l'importance également de la cellule de crise. En parallèle, il fallait également rassurer. Donc, pour rassurer, on est passé donc par nos partenaires sociaux, parce que même si dans nos habitudes de travail, on avait l'habitude de faire des briefs avec les équipes, là, il était difficile de réunir les gens dans un espace restreint pour pouvoir animer des briefs. Donc, on est beaucoup passé par les partenaires sociaux pour discuter et pour dédramatiser les situations qui pouvaient être anxiogènes, notamment par les médias. Donc, effectivement, on a fait l'application de toutes les bonnes pratiques diffusées par les pouvoirs publics. Il faut savoir que dans la région sud, essentiellement, puisque je suis responsable de cette région, je vais pouvoir vous en parler plus en détail, je suis responsable de 10 sites uniquement alimentaires. Donc, nous, on n'a eu aucune fermeture de site. Et du coup, on a eu les pouvoirs publics qui sont venus voir physiquement comment ça se passait, comment on pouvait appliquer les bonnes pratiques qui étaient demandées par les pouvoirs publics pour rester ouverts. Donc, on a eu des inspections de la CARSAT et de l'inspection du travail à 2 reprises pour chaque organisme, sur des sites différents. Ensuite, on a essayé de proposer le télétravail, mais sur un site, vraiment très peu de postes pouvaient être faits en télétravail. Concrètement, mis à part l'assistante de site, aucun poste n'a pu être vraiment fait à la maison, puisque, bon, enfin, préparateur, cariste, etc., je n'ai pas besoin de vous expliquer le comment du pourquoi. Mais même tout ce qui est patron de site, QHSE, responsable de service, mis à part ceux qui avaient vraiment des problèmes médicaux et qu'il fallait isoler pour vraiment les préserver puisqu'ils étaient à risque, tous sont restés sur le terrain parce qu'on avait énormément besoin de rassurer les gens, de passer les consignes, d'expliquer les consignes, de faire beaucoup d'affichage. Donc, vraiment, ça a été très dense en termes de travail et on ne pouvait pas se passer effectivement du personnel, sachant que nous, le chômage partiel sur la région sud n'a pas eu lieu sur les entrepôts parce qu'on était donc en suractivité, on le verra un petit peu plus tard. Hein. Donc, on n'a pas eu de chômage partiel. Par contre, notre siège social qui est dans la région sud, eux ont dû faire appel au chômage partiel parce qu'on avait effectivement une baisse d'activité dans d'autres régions qui n'étaient pas des sites alimentaires. Le soutien psychologique pendant la période de confinement, donc effectivement, déjà au premier niveau par tout ce qui était encadrant, avec une grosse présence terrain, mais également, on avait fait beaucoup d'affichage par rapport à la médecine du travail qui avait proposé un soutien psychologique, et puis il y avait une cellule de crise nationale. Donc, ça a été mis en place. On n'a pas eu beaucoup de retours au niveau national. Je ne sais pas trop si ça a été vraiment utilisé par les salariés qui travaillaient. Hein. Mais au niveau de la médecine du travail, ils ont pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup en fait, de besoins qui ont été exprimés par rapport à ça sur les salariés qui étaient en poste. Je vais apparaître une question. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Alors, oui, il y a une question. Alors, attendez.
Alors, la question donc, est posée, c'est en combien de temps les mesures pour le Covid ont été transmises au sein des différentes idées? Et comment s'est déroulée la planification des collaborateurs contractuels en temps de Covid? Alors, je ne sais pas si c'est Tom qui a posé la question, si je reformule bien. Donc, Oui, c'est c'est en combien de exactement temps les ça. mesures ont été transmises au sein des différentes équipes? Eh bien, en réalité, c'était très lourd au départ, hein, mais une colle quotidienne avec la cellule de crise, nous, QHSE Région, pour qu'on puisse après accompagner nos sites quotidiennement. Donc, on avait au minimum une note d'information hebdomadaire, donc où on récapitulait tout ce qui avait pu être dit par les médias, toutes les nouvelles mesures à mettre en place. On essayait d'expliquer un maximum pourquoi on faisait comme ça, comme ça, comme ça. Il a fallu beaucoup expliquer notamment les décisions pour est-ce qu'on mettait en place les masques, est-ce qu'on ne les mettait pas, pourquoi, enfin voilà. Donc, j'ai envie de dire, bien avant le premier confinement, la communication était déjà en place. La création de la cellule de crise, pour moi, c'est les premiers jours de février. D'accord. La question, c'est aussi une question sur, alors je ne sais pas comment la comprendre en fait, hein, c'est comment s'est déroulée la planification des collaborateurs en fait, c'est-à-dire l'appel en fait, aux collaborateurs contractuels. Je sais par rapport peut-être aux intérims, je ne sais pas. C'était ça la question, Tom? Alors en fait, ma question, ça ciblait surtout sur savoir comment ils ont fait en termes d'emploi du temps sur les différents collaborateurs des différents sites en période de Covid. Comment ils ont fait? Est-ce qu'il y a eu recours aux intérimaires par rapport aux personnes qui avaient peut-être le Covid ou des impératifs en termes de famille? C'était surtout sur ça en fait. D'accord. Alors, pour être complètement transparente, au niveau France entière, sur la totalité de la période, c'est-à-dire depuis janvier, on va dire février 2020 à aujourd'hui, on a recensé 300 cas Covid. Donc, ce qui paraît beaucoup, mais par rapport au fait qu'on soit près de 9000 salariés sur une période d'1 an, moi, ça me semble relativement maîtrisé. Donc, on a eu effectivement de l'absence, mais on a surtout eu une suractivité, puisque, comme le disait tout à l'heure Monsieur Urbain, on a eu le phénomène de la fermeture des restaurants, des bars, mais également la fermeture des écoles et donc des cantines. Et tout le monde a mangé à la maison tous les repas. Donc, nous, on a eu vraiment, en termes d'alimentaire, jusqu'à 50% de volume supplémentaire. Et du coup, en termes de planification, on a dû travailler plus, c'est-à-dire au lieu de travailler sur 5 jours avec 2 jours de repos, hein, dont le fixe le dimanche, on a dû ouvrir nos sites 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, il a fallu faire appel au volontariat tout en respectant le cadre légal. Mais effectivement, ça a été une période très, très dense. On a eu la chance, à proximité de la région, d'avoir la région Rhône-Alpes qui, elle, a plus de clients qui sont sur tout ce qui va être on avait par exemple le client boulanger qui, lui, a eu à un moment une baisse d'activité au premier confinement où ça avait été réellement fermé. Et du coup, on a pu proposer aux salariés de ces sites qui étaient fermés ou partiellement fermés de venir renforcer les équipes de la région sud. Après, on avait eu quand même le problème, du coup, pour restaurer, loger les salariés. Ça n'a pas été, ça a été un petit peu la folie au départ. Mais voilà, pour planifier les gens, donc on a fait effectivement appel à l'intérim, mais qui était pas mal sollicité. On a fait appel à nos salariés pour faire des journées de travail supplémentaires et puis appel au GIDE, qui est en fait en interne la possibilité d'aller travailler sur d'autres sites pour venir renforcer une activité. Merci. Donc après, effectivement, pour faire face à ces volumes, on a aussi demandé l'accompagnement de nos clients. Hein. Donc on a travaillé avec eux pour savoir qu'est-ce qui était prioritaire et comment on pouvait s'organiser pour qu'il n'y ait pas de rupture en magasin, mais qu'on puisse, nous,
pouvoir déjà réceptionner toute la marchandise, parce qu'on a eu un flux, du coup, qu'on devait expédier plus, il a fallu réceptionner plus pour éviter les ruptures. Donc, on a travaillé avec l'organisation des flux et des volumes avec le client de manière à pouvoir lisser un petit peu l'activité sur 7 jours au lieu de 5 jours. On a travaillé, comme je vous disais tout à l'heure, aussi 24 heures sur 24. Hein, donc, on est quand même habitué chez ID à avoir des petites équipes de nuit. Mais là, on a eu des sites qui avaient des équipes vraiment de taille égale entre matin, après-midi et nuit. Alors, effectivement, pour pallier au volume, mais aussi ce qu'on n'a pas trop évoqué, c'était pour l'organisation des flux humains et limiter la propagation du virus. Il fallait qu'on essaie de respecter ces 7 heures de travail pour pouvoir avoir une coupure entre le shift du matin, d'après-midi et de nuit, de manière à pouvoir désinfecter tous les locaux sociaux, tout le matériel et éviter le croisement du personnel, puisque c'est sur ces moments de croisement où on était le plus exposé au risque de contamination. Et vu que c'était la ressource la plus importante du moment, il fallait vraiment préserver nos salariés au maximum. Donc, le recours au travail temporaire, on en a parlé, effectivement, on a fait appel aux intérimaires. Heureusement, dans le bassin de l'emploi, il n'y a pas que des sites alimentaires, mais mine de rien, ce n'était pas évident de trouver des intérimaires motivés aussi pour travailler dans de grandes structures avec un risque Covid plus important que ceux qui étaient confinés. Voilà. Après, du coup, par exemple, nos étudiants qui venaient travailler que le samedi se sont rendus plus disponibles, ont travaillé plusieurs jours par semaine au lieu d'une seule journée, donc ça a été pas mal. La mise en place de l'équipe de nuit, c'est ce que je vous disais, hein, c'est à la fois pour passer les volumes, mais aussi pour réduire les équipes et le croisement des flux. Ça nous permettait de ne pas faire trop d'heures supplémentaires, mais de bien faire 7 heures chaque équipe, et en ayant en fait un temps entre chaque croisement d'équipe pour le nettoyage. Tout ce qui est transfert de matériel de manutention, en réduisant, en n'augmentant pas le nombre de personnes par shift, on n'a pas été tellement embêté avec le matériel. On l'a plus sollicité, effectivement, mais la plupart des sites ont quand même cette habitude de petites équipes de nuit. Donc, on était déjà sur, par exemple, les chariots de jeux de batterie, de manière à avoir toujours une batterie en charge pendant que l'autre est utilisée. Donc, on n'a pas eu de problème particulier par rapport à ça. Le seul petit souci de matériel qu'on a eu, et ça va vous paraître peut-être anecdotique, mais ça n'a pas été pour nous, c'est qu'on a tellement fait de campagnes de nettoyage, chacun nettoie son matériel et le nettoie correctement. On a eu beaucoup plus de casse matériel à cause des produits virucides qui avaient été appliqués un petit peu trop généreusement des fois, sur tout ce qui était notamment les chariots, enfin les ordinateurs embarqués des caristes, tout ce qui était après les dolphins pour l'expédition, etc. Donc, quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé au départ. Après, on a du coup un petit peu formalisé comment nettoyer son matériel pour éviter ce type de problème, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on avait quand même des soucis de réception de pièces, notamment tout ce qui était pièces pour les filmeuses, les pièces pour les chariots, etc. Donc, ce n'était pas le moment de tomber en panne de matériel. Et planification des ressources au jour le jour en fonction des volumes à traiter. Alors, on a toujours une planification au minimum une semaine à l'avance pour prévoir un petit peu notre besoin, notamment en main-d'œuvre. Mais effectivement, là, on devait le remettre à jour au fil de l'eau en fonction des présents et en fonction des volumes qui tombaient, qui étaient quand même très aléatoires et pour lequel, malgré notre base historique, on ne pouvait pas du tout imaginer, puisque c'était vraiment en dents de scie. Alors, c'était globalement plus haut, mais on a eu, chaque fois qu'il était annoncé une mesure un petit peu plus, que les gens pensaient un petit peu plus drastique, ils refaisaient le plein. On a eu quand même des choses un petit peu chaotiques.
pour la petite histoire, là, je suis actuellement sur un site où on fait que des pâtes. Et quand on voyait les gens se ruer sur les pâtes en magasin, on se demandait pourquoi, à quel point ils pouvaient avoir peur d'une pénurie, alors qu'on a des entrepôts qui étaient mais saturés de pâtes, quoi. Donc, voilà, c'est vrai que ça nous faisait sourire, bien que sur le site, ils souriaient moins parce qu'ils ont eu des volumes de dingue. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie client? Non, on peut passer à la trésorerie. Non. Ok. Donc, sur la trésorerie, alors, en tant que QHSE, c'est une partie sur laquelle je me penche nettement moins. Je préfère travailler sur la santé de mes salariés et leurs conditions de travail. Je ne vais pas pouvoir vous en parler dans le détail, dans le sens où, comme je vous disais, en plus, ma région a été un petit peu particulière parce qu'elle est 100% alimentaire. Donc, nous n'avons pas eu du tout ni de fermeture, ni de baisse d'activité. Mais on l'a vécu sur d'autres sites idéologistiques, notamment ceux qui s'occupent, par exemple, de tous les produits que vous trouvez en duty-free dans les aéroports. Donc, effectivement, pour les sites pour lesquels il y avait une spécificité de fermeture ou de baisse d'activité, on avait mis en place un suivi spécifique pour les comptes clients, donc des facturations à la semaine au lieu de passer en facturation mensuelle, par exemple, pour être sûr d'être payé au fil de l'eau. Renégociation des termes de paiement avec les fournisseurs, en particulier concernant l'immobilier. Alors ça, c'est encore une spécificité idéologistique, mais on est très, très peu porteur de l'immobilier dans nos entrepôts. Souvent, je dis qu'on vient avec nos hommes et nos chariots parce qu'effectivement, on est, j'allais dire, jamais propriétaire, mais je pense qu'on l'est extrêmement peu, et très peu locataire. Souvent, c'est le client qui porte l'immobilier. Donc, on n'a pas eu tellement de renégociations comme ça par rapport à l'immobilier. Arrêt des investissements. Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que sur les projets, effectivement, on fait beaucoup d'innovation chez des logistiques. Donc, les projets innovation, avant toute chose, on n'avait pas le temps de toute façon de les gérer. Donc, tout ce qui était comme ça, j'ai envie de dire un petit peu secondaire et qu'on peut faire au quotidien quand on est dans un quotidien stable, effectivement, on ne l'a plus fait. Par contre, on n'a pas du tout regardé sur l'investissement. On a pris en fait le Covid comme un investissement à long terme. On ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'on doit acquérir des masques, est-ce qu'on doit acquérir un peu de gel. On a toujours vu en grand et en très très grand. C'est-à-dire que chacun, on a fait jouer nos connaissances dans un tout premier temps pour avoir des masques, du gel, des gants, enfin tout ce qu'il nous fallait, des sprays nettoyants, virucides, des distributeurs de gel, etc. Et très vite, le mouvement s'est mis pour avoir des nouveaux référencements au niveau national. Donc, je dirais qu'au contraire, on a beaucoup investi. Et on a investi dans tout ce qui était produit de crise, de manière à ne jamais être en rupture. Ça n'a jamais été en fait une crainte pour idée logistique, puisque justement, on n'a pas lésiné sur l'investissement des produits Covid. Voilà, parfois baisse des salaires pour les cadres. Alors, bon, heureusement, chez nous, ça n'a pas été le cas. Vu le nombre d'heures qu'on a fait, on s'est donné quand même corps et âme dans cette crise. Donc, il n'y a pas eu de baisse de salaire au niveau national à ce sujet. Par contre, effectivement, certains cadres ont eu du chômage partiel, ce qui a fait baisser leur salaire. Mais ça n'a pas été une décision nationale de baisser l'ensemble des salaires des cadres pour limiter l'impact pour l'entreprise. Et comme donc le dernier point, le non-paiement des dividendes, alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas sûre, mais on n'a pas eu non plus à ma connaissance, on n'a pas eu non plus de non-paiement de dividendes. Voilà, j'ai une question, c'est pourquoi avoir gelé les embauches? Oui, je transmets. Alors c'est vrai.
Ouais, c'est le cas en plus dans ma région actuellement, mais ça n'a pas de lien du tout avec le Covid. Ça a un lien avec nos activités. Pour rien vous cacher, on a le client Intermarché qui avait déjà prévu depuis de très longues dates de reprendre une partie de l'activité qu'il nous confie à son compte. Je vous dis de très longue date, c'est-à-dire que depuis 2007, on en entendait parler. Et donc, petit à petit, ça s'est mis en place. Et là, on a perdu 50% de l'activité sur un des sites Intermarché sur 2020. Et on perd 50% d'activité sur un autre site Intermarché en 2021. Je vous parle uniquement pour la région sud. Donc, vu que la seule chose qui appartient à ID Logistique, ce sont les hommes, on les protège un maximum en gelant les embauches de manière à pouvoir retirer les postes qui sont occupés par des intérimaires sur les sites proches du site qui va subir cette baisse d'activité, de manière à pouvoir repositionner nos CDI et ne pas licencier. Donc effectivement, chaque fois qu'il y a une fin de contrat ou une diminution en fait du contrat, les embauches sont gelées de manière à replacer l'intégralité de nos CDI. Ok. Avez-vous d'autres questions? Je m'adresse aux étudiants qui voudraient éventuellement intervenir sur cette présentation. Non, pas de questions? N'hésitez pas aussi à faire part, ce que je transmettais, c'est aussi, ça peut être aussi au cours de cette conférence évoquer votre vision aussi des choses. Hein, et bien sûr, vous avez vécu la situation aussi en entreprise, donc ça peut être intéressant, n'hésitez pas. Voilà, merci Céline pour cette présentation. Voilà, je vais donner la parole à Monsieur Urbain, à Xavier. Merci Céline. Voilà, merci. Donc, point suivant, c'est en fait quelles sont les perspectives, opportunités, parce qu'après tout cela, donc, bon, bien sûr, on peint un tableau noir, voire gris, mais tel que l'a évoqué Céline, ce n'était pas toujours noir pour tout le monde, parce que certains ont fait des volumes extraordinaires et in fine, eh bien, ont réussi à sortir leur épingle du jeu, ce qui est très bien. Donc là, on va voir un peu quelles pourraient être les conséquences, je dirais, à moyen et long terme, et l'impact sur tout ce qui est logistique et supply chain. Alors, tout d'abord, vas-y, tu peux y aller. Ouais. Donc, le premier point, c'est ce qui est en train de se faire actuellement, et beaucoup d'entreprises travaillent sur ce sujet-là, qu'ils soient distributeurs, industriels. Donc, c'est le réexamen des chaînes d'approvisionnement. Donc, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, les chaînes d'approvisionnement étaient, dans certains cas, un peu résilientes et ne permettaient pas d'avoir un bon contrôle des approvisionnements, en tout cas en période de crise. Et ça rejoint une question qui était posée au préalable, que j'ai poussée un peu après, qui était justement le rapatriement de la production en Europe. Il a été identifié que la dépendance à l'égard de certains pays d'origine était trop importante. Je vais vous donner simplement un petit exemple qui nous concerne dans le cas du Covid. C'est 80% des principes actifs dans la pharma qui sont utilisés en Europe proviennent de Chine et d'Inde. 80%. Donc ça veut dire que globalement, on peut développer aucune molécule en Europe si on n'a pas ces principes actifs de Chine ou d'Inde, à hauteur de 80%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 30 ans, alors probablement aucun d'entre vous n'était né, mais c'était 20%. Donc en l'espace de 30 ans, on est passé de 20% à 80% avec une dépendance considérable au niveau de la Chine et de l'Inde. Plus de l'Inde que de la Chine, pour être honnête. Si vous prenez les téléphones portables, tout ce qui concerne les produits rares, cobalt et autres, la majorité de ces produits sont contrôlés par les Chinois. Donc ça veut dire que si les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent, la production de mobiles s'arrête aussi.
Or, bon, aujourd'hui, c'est clair, la plupart des iPhones, par exemple, sont produits en Chine. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aussi en parallèle, indépendamment de la dépendance de certains pays d'origine, c'est la hausse significative des salaires en Chine. Il y a en l'espace de 5 ans, un salaire moyen chinois était de l'ordre de 5 000 $. Aujourd'hui, il est de 10 000 $. Si vous prenez le salaire de base au Portugal, aujourd'hui, il est de 10 000 $. Donc la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que les sociétés commencent à repenser la manière dont ils vont produire demain? Clairement, la question est sur la table et de façon très, très sérieuse. Le deuxième point, c'est le nombre insuffisant de fournisseurs. Donc la dépendance à 1, 2, 3 fournisseurs. Ça peut vous paraître bizarre, mais sur des entreprises comme Renault, par exemple, sur certaines pièces détachées, ils sont dépendants d'un fournisseur, un seul, un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. Donc le fournisseur qui est basé, mettons, au Vietnam, la chaîne d'approvisionnement s'arrête, même si cette pièce n'est pas une pièce majeure sur la voiture, eh bien Renault ne peut plus produire. Donc beaucoup d'entreprises ont identifié les risques qu'ils avaient en termes de dépendance à certains fournisseurs, soit parce qu'ils étaient uniques ou peu nombreux, soit parce qu'ils étaient trop éloignés. Donc, ils sont aujourd'hui en train de revoir le sourcing, donc d'où ces produits devraient venir et combien de fournisseurs devrait-il avoir pour pouvoir sécuriser la supply chain. Autre point, et ça je pense que vous avez dû l'entendre de nombreuses fois, c'est le fait d'avoir des stocks minimums. Alors c'est très bien, parce qu'avoir des stocks minimums, ça veut dire que vous optimisez votre besoin en fonds de roulement, vous optimisez le cash immobilisé pour financer les stocks. C'est bien, d'où le recours au juste à temps. Mais si vous n'avez pas assez de stock et que la chaîne d'approvisionnement est rompue, ben vous pouvez fermer la production. Vous pouvez fermer l'entreprise. Par chance, sur l'alimentaire, ce qu'évoquait Céline tout à l'heure, les pâtes, par exemple, la production est en Europe. Donc, il n'y a pas eu de rupture de la supply chain. Par contre, sur les produits qui sont plutôt non alimentaires, comme l'automobile, la pharma, l'high-tech, le textile, ces produits viennent du monde entier. Là, par contre, il y a eu des ruptures importantes dans la supply chain. Ensuite, la dépendance au transport maritime et aérien. Ce que j'ai vécu tout à l'heure, si les lignes maritimes sont coupées, si les vols commerciaux en aérien sont arrêtés, vous n'êtes plus maître à bord pour trouver les capacités pour approvisionner vos produits. Vous êtes dépendant du prix que vous êtes prêt à payer pour trouver ces capacités. Et là, il n'y a plus de question de négociation, il faut trouver la capacité. Je vais vous donner un exemple. Les iPhones, Apple. Donc Apple approvisionne ses iPhones de Chine. Ils ont une unité de production proche de pas loin de Shanghai, enfin pas loin de Shanghai, à 700 km, où il y a à peu près entre 100 000 et 400 000 ouvriers par an. 100 000 à 400 000, hein, c'est la variation des équipes. Donc c'est un campus considérable. Le prix moyen d'un charter Chine-US en activité normale est de l'ordre de 350 000 $. Eh bien, durant la période 2020 qu'on a connue, ils ont payé jusqu'à 1,5 million, 1 600 000 $ le charter. Alors, par chance, l'iPhone coûte très cher. Donc, même s'il fallait payer ces prix-là, c'était quand même très élevé pour eux.
mais ils ont pu absorber ce type de coût. Quand vous transportez du textile, là, c'est un autre sujet. C'est quasi mission impossible. J'ai vu une question passer sur l'Europe. Hervé, c'était… Oui, c'est l'Europe va investir pour la route de la soie, point d'interrogation. Alors, tout à fait, hein, l'Europe investit sur la route de la soie, investit en… C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le transport routier. Hein. Donc, ça démarre. Ça a vraiment démarré il y a… Je veux dire, il y a à peu près une petite dizaine d'années. Ça s'est accéléré énormément depuis à peu près 3 ans. Et ça va continuer à s'accélérer. Le seul problème aujourd'hui de cette Europe de la soie, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de produits descendant de Chine vers Europe que de produits qui remontent d'Europe vers Chine. Donc, on a un flux qui est extrêmement déséquilibré. C'est la raison pour laquelle on a un coût de transport qui est toujours assez élevé. Actuellement, il est plus élevé que ça, mais en règle générale, il est de l'ordre de $1 le kilo. Il faudrait que ce flux soit beaucoup plus régulé. Beaucoup plus régulé en aller et retour pour arriver à faire en sorte à ce qu'il soit plus compétitif et donc puisse, je dirais, répondre aux besoins des entreprises. Parce que 20 jours, et on peut le descendre à moins. Hein. Moi, j'ai des camions lorsque chez Seva, on a été un des premiers à lancer ça. On a réussi à le faire en 15 jours. Hein. Donc 15 jours par rapport à l'aérien, 7 jours. Et quand vous dites même $1 versus $3,50, c'est extrêmement compétitif. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se développer. C'est quelque chose sur lequel les grands 3PL, prestataires logistiques dans le monde, investissent. Donc les sociétés comme Kuehne+Nagel, Schenker, DSV et autres, CMA, CGM avec Seva et ainsi de suite. Donc développent assez lourdement et vont continuer à développer. Maintenant, le point le plus critique, c'est pas tellement le transport, parce que même vous savez, même durant l'hiver, hein, ça marche. Hein, il suffit d'avoir les équipements qu'il faut. Ça fonctionne bien même durant l'hiver. Le seul point, c'est les barrières douanières. Donc, c'est d'être sûr que ce qui a été négocié au préalable en termes d'accord avec les différents pays à traverser reste d'actualité, ne tombe pas en désuétude au fil du temps parce que les douaniers font la mauvaise tête. Donc, ce qui était le cas, ce que j'évoquais tout à l'heure avec la Biélorussie. J'ai vu une question sur la PlayStation 5. Non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et peut-être dû à l'augmentation. Oui, alors il y a eu 2 choses. L'augmentation de coût, c'est une chose. C'était surtout le manque de pièces pour produire. Donc, le coût, oui, ça a joué un peu, mais c'est surtout le manque de pièces, en fait, hein, qui a été le point le plus important. Et ensuite, donc, le coût, oui, un peu, manque de pièces, clair. Et troisième point, ça a été la volonté aussi, concernant la PlayStation 5, de mettre en priorité certaines géographies au regard d'autres géographies, puisque, entre autres, les États-Unis, puisqu'ils préfèrent servir certains marchés au préalable par rapport à d'autres marchés. Bon, comme on le voit actuellement sur les vaccins, les Israéliens ont accepté de payer le double le prix des vaccins de Pfizer et de Moderna. Et ben donc, en conséquence de quoi, ayant payé le double, c'est les premiers servis. Et Moderna, actuellement, ils ont choisi un seul provider pour le monde en logistique qui est Kuehne+Nagel. Les premières commandes livrées de Moderna sont à l'Israël. Donc, tout ça pour une question de prix. Très grande dépendance au transport maritime, au transport aérien, sachant qu'en parallèle, les pays qui étaient au départ des pays plutôt orientés très manufacturing, production, comme la Chine, aujourd'hui sont beaucoup moins intéressants au regard des coûts salariaux. C'est pour ça aussi que le sourcing
risque de, le sourcing risque de basculer plus vers le Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Myanmar, où vous avez des coûts salariaux à l'année qui se situent entre 2 000 et 3 000 dollars à l'année versus 10 000 dollars en Chine. Donc il y a d'une part une relocalisation vers l'Europe, mais d'autre part une relocalisation très forte vers l'Asie du Sud-Est. Alors j'ai vu une question passer là. C'est sur le protectionnisme, en fait. Hein. Est-ce que l'Europe a intérêt à devenir protectionniste sur des secteurs stratégiques? Je dirais pas. Vous savez, aujourd'hui, le business, il est mondial. Moi, je n'irai pas contre cette tendance. Tendance, ce n'est pas une tendance, c'est comme ça. Par contre, ce que je ferais, je qualifierais beaucoup mieux mon sourcing au niveau mondial pour pouvoir mieux équilibrer mes fournisseurs, le nombre de fournisseurs que j'ai par rapport à des pièces stratégiques versus des pièces non stratégiques, et d'autre part, la proximité de certains fournisseurs versus d'autres fournisseurs peut-être plus intéressants en termes de coûts, au cas où une crise survienne. Donc, je ne dirais pas qu'il faut arrêter le business mondial, mais il faut peut-être avoir, par exemple, pour l'histoire de Renault, au lieu d'avoir un fournisseur, d'en avoir 3, 4, dont un peut-être basé en Roumanie, en Lettonie ou en Pologne, au cas où les 2 ou 3 autres soient défaillants, puisque une crise pourrait survenir. Donc c'est bien, moi j'irais plutôt dans ce sens-là, parce que vous savez, on ne peut pas aller contre les données économiques. On ne peut pas, demain, produire du textile en France, des t-shirts, c'est impossible. 80% des brosses à dents sont produites en Chine, à un prix extrêmement, extrêmement compétitif. Vous ne pouvez pas rebasculer la production de brosses à dents en Europe. Vous ne serez jamais compétitif. Ou alors, il faut que vous acceptiez de payer le double, le triple, le quadruple du prix actuel. Il faut que vous acceptiez de payer un t-shirt demain 50 €. Il faut que vous acceptiez de payer une brosse à dents 30 €. Donc les politiques, bien sûr, nous disent, ils nous servent un speech extrêmement protectionniste, rapatriement des productions et blablabla. Mais quand vous gagnez 1 500 €, 2 000 € par mois, eh bien écoutez, ce qui représente 50% des Français, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller acheter un t-shirt 50 €? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller acheter une brosse à dents 30 €? Moi, je ne le pense pas. Je me trompe peut-être, hein. Je ne le pense pas. Et je pense, au regard d'une question que j'ai vue passer, ils préféraient acheter une PlayStation 5 que d'acheter le t-shirt à 50 €. Je pense. Donc, les consommateurs, certains consommateurs sont prêts à payer plus cher. Certains consommateurs sont prêts à considérer on doit protéger la production française. Mais ces consommateurs-là, c'est 10-15% des consommateurs français, peut-être 20%. N'oubliez pas que vous avez 50% des Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Espagne, c'est pareil en Italie, c'est pareil au Portugal. Au Portugal, c'est 10 000 € par mois, par an, le salaire moyen. Donc, comment vous faites pour payer un t-shirt 50 € ou une brosse à dents 30 €? Là, j'ai pris 2 exemples très simples. Hein. Aujourd'hui, les Dacia, vous savez, elles sont produites en Roumanie. Est-ce que vous pensez que Renault pourrait produire les Dacia et donc, entre autres, l'entrée de gamme, la Sandero, à 8 500 € en France? Non. Jamais. Jamais. Impossible. La Sandero, elle sortirait à 13 000 – 14 000 €. Et si vous payez 13 000 – 14 000 €, vous achetez une Clio. Et voilà, donc il y a des modèles économiques, on ne peut pas aller contre la vérité économique. Par contre, on doit gérer cette dépendance que l'on a vis-à-vis de certains pays, de certains fournisseurs, beaucoup mieux que nous l'avons fait jusqu'à présent. Donc ça sous-entend
et ça c'est une vraie opportunité pour vous dans le futur, ça c'est clair, que la supply chain et la logistique en général va être maintenant partie prenante complète des stratégies d'entreprise pour définir la qualité du sourcing et la résilience du sourcing au regard des évolutions à la fois économiques et géopolitiques que l'on pourrait constater dans les années qui viennent. Donc, les supply chains aujourd'hui, elles sont trop longues, elles sont hyper complexes, vraiment, vraiment très, très complexes, et peu agiles. Et ça, on l'a vu vraiment durant le Covid, c'était flagrant. Autre point extrêmement important, c'est le fait qu'on n'a pas géré le risque. Vous savez, on parle souvent de gestion des risques. Et la supply chain ne faisait pas partie de cette logique de la gestion des risques. Nombre de fournisseurs, les pays d'origine où étaient basés ces fournisseurs, les risques géopolitiques, les risques au niveau humain, au niveau environnemental, les risques au niveau des comment ça s'appelle les currencies, en français on dit comment on dit en français on dit comment dire le dollar, oui les valeurs dollars, tout ça, enfin bon, la valeur les monnaies, le risque des monnaies, le risque de change sur les monnaies. Vous savez, prenez l'exemple de la Turquie. Imaginons que vous êtes exportateur français en Turquie et vous êtes payé en Turkish lira. La Turkish lira a baissé ces 2 dernières années de 40%. L'inflation est de 20%, minimum. Pourquoi? Pourquoi elle a baissé? La Turkish lira a baissé parce qu'il a été décidé au niveau du gouvernement turc de faire en sorte à ce qu'ils puissent exporter beaucoup plus qu'importer pour équilibrer la balance des paiements. Et d'autre part, l'économie était tombée en désuétude en termes de consommation. La consommation a énormément baissé. Et l'inflation a monté parce que les produits importés étaient beaucoup trop importants au regard de ce que je viens de dire, les produits exportés. Donc il y a eu une décision pour baisser la valeur de la Turkish lira, mais non pas à hauteur de 40%, à hauteur de 15%, 20% au début. Bon, in fine, ça s'est enflammé très largement. Du coup, ils ont totalement dérégulé le marché en Turquie. Et c'est toujours pas régulé, c'est toujours pas fait. Il y a des problèmes de consommation énormes. La pauvreté a explosé. Quand vous avez une inflation de 20%, moi j'avais des grosses équipes en Turquie de l'ordre de 4000 personnes. Tous les ans, vous augmentez vos salaires de 20%. Alors, après ça, vous allez voir vos clients et vous dites, écoutez, je suis désolé, c'est plus 20. Et vos clients vous disent, plus 20. Non, nous on fait plus 10, on ne fait pas plus 20. Parce que nous, plus 20 dans les prix, on ne peut pas le faire. Donc c'est un désastre, un désastre. Donc aujourd'hui, ça commence à se réguler, en Turquie je parle, mais c'est pas simple. Ensuite, autre point, c'est la résilience de la supply chain. C'est lié au risque. La notion de gestion des risques en termes de supply chain, pareil, tout le monde pensait on a des supply chain résilientes. Il y aura toujours des bateaux, il y aura toujours des containers, il y aura toujours des camions, il y aura toujours des avions, il y aura toujours des entrepôts. Donc, ce n'est pas un sujet. Eh bien, on l'a bien vu avec les masques, il n'y a pas de stock. C'était un sujet. On l'a bien vu avec la message automobile. Le marché s'est arrêté pendant des mois. Il a redémarré et puis s'est arrêté de nouveau. On l'a bien vu avec, je prends votre exemple, la PlayStation 5, pareil. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc clairement, la notion d'allocation des stocks et le niveau des stocks au regard versus un flux tendu, just in time, est devenu quelque chose de très critique. Et aujourd'hui, les entreprises sont commencent à considérer de quelle manière ils pourraient réallouer plus de besoins en fonds de roulement pour financer les stocks, pour être moins dépendants d'une rupture de la supply chain sur les produits à approvisionner. Et ça, ce message-là, il est tout nouveau. Si vous regardez vos cours, je suis certain qu'on vous parle beaucoup de stocks, optimiser les stocks, livrer en flux tendu, just in time, et blablabla, et blablabla. Oui,
Mais si vous n'avez pas les produits pour produire, tout ça, c'est bien joli. Mais comment vous faites du chiffre d'affaires? Donc, ce point-là est devenu, pour les entreprises, un point critique sur le fait comment on gère notre cash flow demain, comment on gère notre cash et où faut-il allouer le cash pour pouvoir continuer à créer de la valeur dans l'entreprise. Et la supply chain, maintenant, fait partie prenante de ces discussions, ce qui n'était pas le cas initialement. Je ne sais pas si je suis clair dans tout ce que je dis, hein, mais ces points-là sont extrêmement critiques. Autre point, le sourcing, donc c'est d'ailleurs les appros, hein, les services achats. Donc, ont toujours eu priorité sur la supply chain. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais en réunion avec HP, Hewlett-Packard, à Amsterdam. Et on était une vingtaine autour d'une table. C'était un U. Puis moi, je faisais une présentation avec un de mes gars pour leur présenter comment est-ce qu'on pouvait les aider justement à mieux optimiser leur supply chain. Et justement, c'était la question, mieux les aider à gérer les risques d'approvisionnement à travers le monde, puisqu'ils achètent beaucoup, ils ont un sourcing très mondial. Bon, donc on a émis un certain nombre d'idées qui, il est vrai, pouvaient générer des changements significatifs en termes de supply. Et alors, le directeur logistique monde, le directeur supply chain monde a dit, Xavier, super, il s'appelle John, et il dit, ouais, super, c'est très bien, il faut qu'on avance là-dessus, il faut qu'on fasse des project teams, qu'on travaille sur ces différents sujets et qu'on voit de quelle manière on peut le mettre en œuvre, blablabla. Très bien. Donc, emballé. Je dis, John, avant d'aller de l'avant sur les project teams, je vais faire un petit tour de table vite fait. Et j'ai fait le tour du U. Et j'ai commencé à la première personne, je dis, excusez-moi, quelle est votre fonction dans l'entreprise HP? Service achat. Deuxième personne, service achat. Troisième personne, service achat. Bon, je vais vous la faire courte. Sur une vingtaine de personnes d'HP, vous en aviez 17 du service achat et 3 de la supply. Donc, en conclusion, j'ai dit à John, écoute John, tant qu'on n'aura pas 17 personnes de la supply autour de la table et 3 du service achat, nous n'arriverons à rien parce que ceux qui décident et ceux qui valident le sourcing, c'est ceux qui négocient les conditions d'achat. Donc, le coût d'achat matière, sans considérer les aspects supply. Et alors, je ne vous parle pas des problèmes environnementaux, dépendance fournisseurs, bon, tout ça, on l'a évoqué. Donc, aujourd'hui, les entreprises commencent à prendre conscience que cette dépendance qu'ils ont auprès des services achats versus la qualité de gestion des risques de la supply chain est en train de s'inverser. Je ne dis pas que ça y est, le virage est pris. Non, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais le virage est en train de se prendre. Un autre exemple, c'était Philips. Sur les produits Philips, c'était les produits ménagers. Ils avaient un problème de sourcing important, parce que les produits viennent d'Asie. Et donc, on a commencé à faire des calls il y a quelques temps, à faire des calls avec eux sur comment faire en sorte à ce que les containers soient dédouanés rapidement, avoir les produits mis à disposition en Europe le plus vite possible, et blablabla. Et autour de la table avait été, bien sûr, le service achat. Le service achat a dit non, pas question, parce que les frais de douane vont être plus chers si on passe par tel pays plutôt que par tel pays, mais le dédouanement est plus rapide. Bon. Puis à un moment donné, moi j'ai dit, écoutez, les enfants, c'est terminé, on arrête. On va jamais arriver à quoi que ce soit tant que le service achat sera autour de la table. Devant eux, je leur ai dit ça. Hein. Et on n'arrivera pas à faire face à votre besoin en termes d'approvisionnement. Donc, j'ai appelé la direction générale de Philips, qui est rentrée dans le call. Et là, on a réglé tous les problèmes.
Ils ont dit service achat, vous taisez. C'est la supply qui gère. Et c'est la supply qui va décider de ce qu'il faut faire pour qu'on ait les produits au bon moment. Nous, on veut faire du chiffre, on veut vendre nos produits. On est en peak season. En plus, c'était juste avant Noël. On est en peak season. Commencez pas à nous dire que ça va coûter 10 francs, 10 euros, 10 dollars, 40 dollars de plus aux documents douaniers. On s'en fiche, on paye. Mais il a fallu faire venir la direction générale. Groupe, monde. Vous imaginez? C'est incroyable, quoi. Donc, ce virage de la prédominance du sourcing dans la décision du choix des fournisseurs, sans prendre en compte les aspects supply, ce virage est en train de se prendre. Et va s'accélérer, c'est clair, mais il faut être honnête, ça va prendre un peu de temps. Mais le virage se prend. Et clairement, le Covid a, bien sûr, c'est une pandémie, donc c'est pas top, il y a des morts. Mais pour nous, logisticiens, je ne devrais pas dire ça, ce qui arrive est super. Hein. Ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des opportunités, des perspectives, des capacités de changement que nous n'avons jamais eues depuis plus de 20, 30, 40 ans. C'est extraordinaire. Ce qui ramène des discussions que j'ai eues tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. C'est l'objet, les opportunités qui vont naître de cette situation, et c'est important de le souligner. Pour les étudiants, là, puisque c'est directement eux qui vont te concerner dans quelques jours, là, maintenant, mais aussi dans quelques années sur tout ça. Tout à fait. Alors, tu m'arrêtes, il y a des questions. Hein. Oui, je n'ai pas de questions pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est intéressant. Je rebondissais sur ça parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut voir cette présentation. Hein. C'est finalement, on peut se morfondre, mais aussi des opportunités. Enfin, ça va être évoqué dans quelques instants. Tout à fait. Ouais, il y a quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. Tout à l'heure, il parlait de Renault et Renault, il avait un fournisseur. Et en France, je crois qu'on a une loi justement pour la dépendance avec les fournisseurs. Mais au niveau international, ça donne quoi justement? Il n'y a pas de réglementation là-dessus? Il y a des réglementations sur des pièces stratégiques. Enfin, elles ne sont pas toujours mises en œuvre, hein, entre nous soit dit. Hein. Là, il s'agissait de pièces extrêmement secondaires, des toutes petites pièces, vraiment un truc tout bête. Le problème, c'est que l'affaire s'est arrêtée du fait d'approvisionnement en matière, et Renault n'a pas eu ses pièces. Donc, imaginez par exemple, je ne sais pas moi, que vous ayez une voiture à construire et que vous n'ayez pas les rétros, la voiture, elle ne sort pas de chaîne. Hein. Alors les rétros, la voiture, elle tourne, elle marche, il n'y a pas de problème, elle roule. Mais il n'y a pas les rétros. Donc, vous ne pouvez pas la vendre. Donc, vous mettez sur parc, et puis vous attendez d'avoir les rétros, et à ce moment-là, vous pourrez produire. Et là, ce n'était même pas des rétros, c'était une petite pièce au niveau du moteur qui fait un joint, alors je ne connais pas le terme technique, mais au niveau des soupapes, une toute petite pièce et qui était manquante. Et voilà. D'autres, Renault, par exemple, il y a des années en arrière, a dû racheter des fournisseurs parce que c'est du fait, et cette loi a été promue après cela, justement, pas que du fait de Renault. Hein, là, je prends l'exemple de Renault, mais tout le monde a le même problème. Hein, General Motors, Ford, Chrysler, Fiat, BMW, Porsche, and so on. Hein. Ils étaient dépendants de un ou deux fournisseurs sur des petits fournisseurs, hein, 70 personnes, 80 personnes et autres, pas des grosses boîtes, hein, des petites boîtes. Ils les ont tellement serrés en termes de conditions d'achat, encore une fois, merci les services achats, qu'ils sont allés en dépôt de bilan. Là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient fournisseurs uniques, les constructeurs automobiles les ont achetés. Ce n'est pas leur métier. Donc aujourd'hui, cette loi, je dirais, elle avance, elle se construit, elle s'implémente, je dirais, mais on est loin d'être au bout du bout, quoi. Il y a encore une dépendance extrêmement importante
sur très très peu de fournisseurs stratégiques et c'est dommageable, quoi. Et ça crée d'autres opportunités. Et ça, vous le voyez actuellement sur, je crois que c'était quoi? J'avais vu ça il n'y a pas longtemps. C'est une petite PME en France qui produisait des pièces pour l'aéronautique, c'est ça. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ben, ils ont reconverti leur boîte pour produire des pièces pour les respirateurs. Et la reconversion de la boîte, elle s'est faite en 3 semaines. Donc, c'est super. Je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas, vous savez, quand vous êtes industriel, c'est bon là, on sort un peu du sujet. Il faut aussi regarder la dépendance que vous avez vis-à-vis de certains clients. Et si votre dépendance est trop importante, il faut vous diversifier au plus vite. Car un jour ou l'autre, vous n'avez pas de votre boîte. Donc ça sous-entend, premier point, des positions des fournisseurs qui sont en position, entre guillemets, monopolistique, mais qui sont des petits fournisseurs. Donc, c'est un vrai risque pour le fournisseur. Et c'est un vrai risque pour le constructeur automobile, pour le constructeur d'avions, Airbus, Boeing et autres. Et c'est la même chose dans l'aéronautique, hein, exactement la même chose. Hein. Donc, il y en a qui ont été malins, qui ont réussi à se reconvertir, et d'autres vont arrêter. Hein. Vous savez, aujourd'hui, les compagnies aériennes, agences de voyage, hôtels, dans le monde, les grosses chaînes d'hôtels, envisagent une reprise en 2025, une vraie reprise, pas avant. Ils ne parlent pas de 2021, 2022, 2023. Hein. Ils parlent de 2025. Vous avez un économiste aux États-Unis qui s'appelle Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, il planifie un retour à la normale en 2030. Alors bon, je pense que c'est un peu excessif, mais bon, entre 2025 et 2030, il y a 5 ans. Par contre, ça veut dire qu'au milieu de tout ça, ce qui est notre métier, la supply chain, la logistique, comme disait Hervé avec juste raison, les perspectives et les opportunités, elles vont être énormes, considérables, comme jamais ça n'a été. Et enfin, on a le catalyse, je ne devrais pas dire ça, hein, parce que c'est triste, le Covid, mais on a le catalyse pour faire que la logistique devienne réellement un acteur de la création de valeur dans les entreprises. Donc là, on a un exemple, c'est un tout petit exemple, hein, c'est rapatriement de la production proche de la consommation. Donc, c'est les produits de grande consommation. Donc, il y a 5 milliards d'euros qui ont déjà été relocalisés en France. Et on prévoit sur les 12 mois 27 milliards en Europe. C'est bien. Mais quand vous voyez 5 milliards ou 27 milliards à l'échelle de l'Europe, c'est epsilon, c'est zéro. C'est quelques petits pourcents. Donc, on est loin. Ça commence. La prise de conscience, elle est là. Mais ça va être très long. Et ça ne sera probablement pas un rapatriement en France pour la France, ce sera peut-être un rapatriement, comme je l'évoquais tout à l'heure, en Roumanie, au Maroc, ou je ne sais pas moi, en Pologne, en République tchèque, et pour être plus proche du consommateur. Et on le voit aujourd'hui dans l'automobile, il y a de plus en plus de développement d'acteurs industriels au Maroc, près de Tanger, du fait de la création de la fameuse usine de Peugeot là-bas. Je ne sais plus si c'est Peugeot ou Renault. Je crois que c'est Peugeot. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ils se relocalisent au Maroc, puisque le Maroc, comme vous le savez, était proche de la France et de l'Espagne, et que le trafic RoRo, donc transport de remorques sur bateau, prend quelques jours, pas plus. Arrivé à Marseille, distribution sur l'Europe, sont extrêmement efficaces. Donc ça, et ça, probablement, c'est une vraie tendance. Hein. Alors, je ne dis pas que l'Afrique du Nord, mais très certainement aussi les pays de l'Est. Ça, c'est très clair. Ensuite, les distributeurs ont déjà commencé à diversifier leur sourcing, 50% d'entre eux, et puis 29% le feront dans les 12 mois qui viennent. Bon, par exemple, vous savez, les VTT, certains distributeurs en France et en Europe étaient dépendants d'un ou deux fournisseurs. Pas plus. Aujourd'hui, vous voulez acheter un VTT. À votre avis, combien de temps il faut pour avoir votre produit? Quelques mois. Ouais, c'est ça. 6 mois à 9 mois. Quel que soit le prix, hein, que vous le payez 1 000 euros, 2 000 euros, 6 000 euros, 15 000 euros,
c'est entre 6 et 12 mois, et 9 mois, voire 12. Et aujourd'hui, il y a des magasins qui ont des précommandes à hauteur de 50% de leur chiffre d'affaires annuel, en précommande. Et ils ne savent pas quand ils auront les produits. Soit en provenant des US, parce qu'il y a beaucoup de marques américaines en la matière, soit en provenance d'Asie. Donc, si vous êtes un distributeur comme Decathlon, bah, vous dites, oh là, les productions en Chine, là, je vais peut-être regarder autre chose. Hein, parce que je ne vais pas attendre 6 à 9 mois, à 12 mois pour vendre un VTT. Donc, ça pose de vrais problèmes. D'où la tendance de ce qu'on appelle le nearshoring ou onshoring. Donc, c'est en fait le rapprochement de la production vers la consommation. Donc, soit en nearshoring, c'est-à-dire plus proche. Un onshoring, ça veut dire que c'est plus proche et contrôlé par l'entreprise elle-même. Donc, l'entreprise elle-même décide de produire elle-même ses pièces, ses produits plus proches de ces grosses unités de production. Et ça, c'est une tendance lourde, mais qui va prendre du temps. Et rappelez-vous une chose, hein, et ça, je vous le signe, DTU approuvé, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il va y avoir un mouvement fort de la Chine vers l'Asie du Sud-Est, plus vers l'Asie du Sud-Est que vers l'Europe. Ça, c'est clair. Donc, in fine, la complexité des supply chains va peut-être en partie se réduire du fait du nombre de fournisseurs qu'il y aura demain versus aujourd'hui, mais quand même, on restera vraiment sur un sourcing mondial. Alors, les critères ESG, bon, je pense que alors en France, on ne dit pas ESG, on dit SEG ou je ne sais plus. Bon, enfin, c'est tout ce qui est environnemental, social et les principes de gouvernance. Donc, ces points-là sont des points maintenant extrêmement critiques qui sont suivis de près par tous les analystes financiers, les investisseurs qui veulent voir les entreprises traiter clairement ce problème-là et leur demandent maintenant des rapports annuels, voire semestriels, sur la manière dont ils traitent les problématiques ESG. Donc, en matière de produits qui sont plus éco-responsables, sur les émissions de CO2, la baisse des émissions de CO2, le respect de la biodiversité. Et donc, cette approche-là, elle n'est pas mineure. Parfois, il y a des gens qui sourient quand ils entendent ça, du ouais, mais enfin, ce qui compte le plus, c'est comment dire, les résultats sur investissement, les résultats opérationnels, les cash flows. Oui, ça compte. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'une société, même une société importante, qui ne prend pas en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, transparence en matière de gouvernance, en matière de management, donc, clairement, verra ses investisseurs désinvestir dans cette entreprise. Et ça, c'est une tendance de fond, c'est une tendance extrêmement lourde. Et en même temps, je vais vous dire un truc, ce qui paraît, et ça, on n'en parle pas du tout, ce qui pousse le plus au respect de ces logiques ESG et le fait d'obtenir des rapports semestriels ou annuels en la matière, ce sont les investisseurs financiers. Ce sont ceux qui poussent le plus dans ce sens-là. Et il y a en la matière, il y a une pression faite par Wall Street, Euronext, toutes les bourses mondiales, les grandes bourses, extrêmement fortes, y compris des bourses asiatiques en provenance de Hong Kong. Extrêmement fortes. Donc, ces points-là, j'ai voulu vous préciser ce point-là, parce que vous savez, je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez eu un cours sur la stratégie où on voit les schémas de porteurs, les schémas stratégiques de porteurs et autres, ou les approches stratégiques du BCG, Boston Consulting Group, and so on. Il manque cette partie-là. Cette partie-là, elle est devenue critique, extrêmement critique, et extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'il a fallu que 2-3 ans, pas plus, y compris auprès des sociétés américaines, pour que cette partie-là soit prise en compte de façon pleine et entière
et en particulier sur la qualification des fournisseurs, les modèles de production, les modèles logistiques mis en place et les modèles de distribution. Et ça, je peux vous dire que ce point-là, il est plus que critique. Il est devenu essentiel. Et les entreprises et les investisseurs financiers sont les premiers à promouvoir cela à travers le monde. Vous verrez aucun fonds d'investissement, ce qu'on appelle les private equity, lorsqu'il rachète une entreprise, qui ne fait pas un audit de ce point-là. Ça n'existe plus. Plus du tout. Tous valident cela. Et quand il n'y a pas de rapport fait, parce que c'est des entreprises familiales et autres qui ont grandi avec quelques petites acquisitions, donc ils n'avaient pas un besoin de communiquer en la matière, immédiatement est mis en place ce type d'approche. Immédiatement. Autre point, donc ça rejoint ce que j'évoquais dans le premier point de cette page, c'est donc le fait d'avoir une meilleure visibilité, lisibilité des approvisionnements et une meilleure, comment dire, avoir un sourcing beaucoup plus éclectique, tel qu'il peut l'être aujourd'hui dans certains cas. Et 70% des distributeurs aujourd'hui ont clairement changé leur façon de s'approvisionner. Alors d'abord, beaucoup plus en alimentaire, c'est vrai, alimentaire, hygiène, cosmétique, beaucoup plus de façon, par exemple pour l'Europe, en Europe, ça c'est très clair. Là-dessus, c'est une vague de fonds, mais y compris maintenant pour l'aéronautique, y compris pour comment dire, l'aéronautique, pour la chimie, et ainsi de suite. Donc cette tendance-là, c'est une tendance lourde. Et c'est une vague qui ne s'arrêtera pas. Bon, les nouvelles technologies, bien sûr, jouent un rôle important en la matière. C'est clair, puisque les nouvelles technologies donc, facilitent très grandement la mise en place j'allais dire, de chaînes d'approvisionnement beaucoup plus résilientes. Et alors, quand je dis technologie, hein, ne parlons pas trop d'intelligence artificielle, hein. Bon, on en est un peu moins là-dessus, ça c'est clair. Si vous prenez aujourd'hui le focus des distributeurs en termes de nouvelles technologies, 80% d'entre eux mettent l'accent sur la cybersécurité, 60 en termes d'investissement, 77% d'entre eux mettent l'accent sur tout ce qui est numérisation, donc élimination du papier, y compris avec les fournisseurs. Donc, ce qui permet de ce fait d'avoir des supply chains beaucoup plus résilientes. 63% d'entre eux travaillent sur tout ce qui est automatisation. Entre autres, les 3PL sont aussi extrêmement concernés en la matière, sur la partie numérisation et automatisation. Et seulement 23% d'entre eux investissent dans l'intelligence artificielle. Et ces pourcentages sont... Je ne les ai pas pour l'industrie, mais ils sont relativement similaires. Donc, je rappelle, 80% cybersécurité, 77% numérisation, 63% automatisation, 23% intelligence artificielle. Donc, vous vous rendez compte que c'est clair, ces nouvelles technologies vont nous aider et vont aider les entreprises, qu'ils soient distributeurs ou industriels, et les 3PL, à mettre en place des processus beaucoup plus simples, extrêmement décomplexifiés et beaucoup plus résilients par rapport à ce qui a pu exister jusqu'à présent. Oublions le blockchain, hein, je ne parle pas du blockchain, là c'est plus blockchain aujourd'hui, honnêtement, est beaucoup plus, est une logique beaucoup plus adaptée pour les schémas financiers, la gestion des flux financiers. Assez peu pour tout ce qui est logistique et supply. Bon, peut-être qu'on verra des choses intéressantes plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais par contre, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est numérisation, automatisation des chaînes de production, automatisation du picking, et je pense que demain, ce sera peut-être une question à poser si vous n'en parlez pas, dans le e-commerce, tout ce qui est numérisation et automatisation, clairement, est un sujet de fond.
vraiment de fond. Et on ne peut pas faire du e-commerce sans parler de numérisation et sans parler d'automatisation. Autre point important, la prise en compte des contextes géopolitiques. Donc ça, c'était... Alors, honnêtement, encore une fois, quand les achats négociés, ils faisaient complètement fi de ce qui pouvait arriver en termes de contexte géopolitique, entre autres US-Chine. Par exemple, les semi-conducteurs, vous avez des sociétés qui sont contrôlées par semi-conducteurs, je dirais, il y a ST Microélectronique en France, qui produit beaucoup en Europe. Vous avez Applied Materials, qui est un des leaders aux États-Unis. Vous avez Western Digital, l'américain aussi. Bon, ces trois-là, elles contrôlent 70% du marché mondial. Eh bien, les pièces viennent toutes de Chine. Alors, je pense que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé lorsque la Chine s'est mise en confinement, avec pour ces trois sociétés des flux tendus, l'arrêt de l'aérien en partie et l'arrêt des lignes maritimes. Catastrophe. Donc aujourd'hui, Applied, par exemple, Applied Materials, est en train de regarder la mise en place d'usines de production pour des pièces au Mexique, par exemple. Puisque le Mexique, comme vous le savez, est cross-border est à côté des États-Unis. Et le Mexique produit quasiment que pour les États-Unis et a des coûts de main-d'œuvre compétitifs. Donc, ils sont en train de relocaliser dans des pays beaucoup plus proches pour avoir un meilleur contrôle de leur supply chain. Donc, on reboucle sur tous les points qu'on a évoqués initialement. Donc, les aspects géopolitiques sont importants. Donc là, j'ai évoqué la Chine, USA, Europe, mais j'ai parlé de la Turquie. On peut parler de que va faire la Chine demain dans les accords bilatéraux tels qu'ils existent avec l'Europe et avec les USA, avec Biden. Bon, tout ça, on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation qui existent et sur lesquels il faudra travailler. Et c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de gestion de risque en matière de supply chain, l'aspect géopolitique est un point important. Alors, point positif pour nous, pour vous, parce que moi je ne suis plus trop dedans maintenant, mais pour vous en particulier, vous démarrez, par bonheur, vous faites le même constat que moi, on n'a jamais autant parlé de supply chain et de logistique. Les entreprises, les politiciens, les médias, les journalistes, même s'ils n'y connaissent rien, c'est pas grave, tout le monde en parle. Donc c'est super. Donc c'est bien, c'est que la logistique à supply chain a acquis des lettres de noblesse grâce au Covid. Donc le Covid n'est pas que négatif, en particulier pour notre industrie. Et maintenant, la logistique à supply chain font partie prenante, je dirais, du développement des stratégies d'entreprise. Vous ne verrez pas une entreprise aujourd'hui qui ne prend pas en compte la supply dans sa stratégie. Ça n'existe plus. Alors, je ne dis pas qu'ils prennent en compte tous les paramètres tels qu'on vient de les évoquer, non. Mais vraiment, ça démarre et ça s'accélère de façon extrêmement significative. Autre point, c'est la capacité à transformer, à adapter les logistiques, les supplies. C'est la notion d'agilité. C'est-à-dire, du jour au lendemain, vous avez la crise du Covid, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'aériens, il n'y a plus de camions. En une semaine, il faut réagir. Et non pas en 3 mois ou 4 mois. Aujourd'hui, c'est 3-4 mois. Parce que peu de fournisseurs, parce que dépendance à un pays, parce que blablabla. Eh bien, demain, clairement, cette notion d'agilité, créer des backups, créer des capacités à contourner des problématiques quelles qu'elles soient, ça va faire partie prenante du métier du patron logistique et de ses équipes et du patron supply chain. Donc, la gestion des risques et faire en sorte à ce que les entreprises seront toujours approvisionnées en quantité, qualité et délai. Et cette compétence-là, aujourd'hui, elle est forte, elle va s'accélérer et
elle va représenter de réelles opportunités à des personnes comme vous. La notion de end-to-end, bout en bout, c'est-à-dire de ne plus uniquement regarder, tout le monde en parle du bout en bout, le end-to-end. Ouais, ok, super. Dans les entreprises, ce n'est pas géré comme ça. Enfin, en tout cas, pas dans toutes. Donc, vous savez, je vais vous donner un exemple. Un jour, c'est un peu une caricature, mais ce n'est pas faux. Enfin, c'est pas faux, c'est juste, mais ça a probablement un peu changé. Mais à une époque, c'était pour nos amis Carrefour. Ils avaient commandé, vous savez, il y a des collections tous les ans. Bon, la collection pour la rentrée des classes qui arrive au mois de fin juillet, début août. Les mountain bike VTT qui arrivent pour l'implantation pour Noël et pour le printemps en janvier, février ou en août, début septembre, blablabla. Là, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet, on reçoit des containers de VTT pour Carrefour, en France. On en reçoit 300. Donc, dans 300 containers, vous en mettez des VTT, hein, beaucoup. Bon, nous, on ne savait pas où les mettre. Hein. En plus, en vrac dans les containers, à décharger dramatique. Si vous ne déchargez pas en moins de X jours, vous payez ce qu'on appelle des surestaries, des taxes pour l'immobilisation du container. Enfin bon, et bien sûr qu'on ne peut pas, en tant que prestataire logistique, refacturer à Carrefour, et blablabla. Et j'appelle le directeur général non alimentaire de Carrefour, qui est en charge des approvisionnements. Je lui dis, dis donc, Bernard, j'ai un petit problème là. Il me dit, ouais, c'est quoi? Il dit, on a reçu 300 containers de vélo. Il me dit, non, c'est pas possible. Ah, si, 300 containers de vélo. D'abord, un, je ne sais pas où les mettre. Deux, je ne sais pas quand je vais les décharger. Et trois, même si j'arrive à les mettre quelque part dans un entrepôt, tu vas mettre je ne sais pas combien de temps pour les vendre. Et il me dit, oui, mais c'est vrai, mais tu sais, on fait l'appro par collection, donc on fait la conciliation des commandes magasin, et à partir de là, on passe une commande au fournisseur. Et puis lui, il envoie tout. Je dis, mais il ne faut pas de séquençage. Bon, non. On reçoit tout. Mais attends, combien de temps tu vas mettre pour vendre ces containers? Oh, ben, 3 mois. Donc après ça, a été mis en place un séquençage des commandes, des réappros, mise en place des linéaires, réappros, et blablabla, et blablabla. Mais des points tels que je viens d'évoquer là, vous en avez encore aujourd'hui, beaucoup. Celui qui gère le mieux en la matière, c'est Zara. Zara, ils font une collection nouvelle tous les 15 jours. Donc, design, production, appro. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment Zara approvisionne? Puisqu'ils font une collection tous les 15 jours. Hein. Mise en place dans tous les magasins dans le monde au même moment, avec des quantités prédéfinies par magasin en fonction des paramètres de consommation du magasin, de chaque magasin. Ben, ils font tout en aérien. Vous imaginez les ventes de Zara au mois de mars, avril, mai? Bon, les magasins sont fermés, vous me direz, c'est pas grave. Mais juin, juillet, août. Et Zara qui a une logistique, je peux vous dire, vraiment superbe, aux petits oignons. Ben, ils sont en train de revoir aujourd'hui leur concept de just in time. Et ils ne savent pas comment ils vont faire pour ne pas avoir recours parfois à l'aérien pour avoir des collections tous les 15 jours. C'est impossible. Donc, il faut rapprocher la production de la consommation pour squeezer l'aérien. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le end-to-end, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir la connaissance d'où ça démarre et où ça va. Il s'agit de faire en sorte à ce que cette notion de bout en bout soit analysée de façon efficace par rapport à votre approche marketing produit et par rapport à votre consommation. Eh bien, cette tendance-là, elle est en train de s'accélérer encore une fois et en train de se mettre en place. Et ça, c'est surtout pour les distributeurs en non alimentaire, hein, essentiellement. Donc,
Ben, c'est la capacité à être proactif versus curatif, afin d'avoir, je dirais, les meilleures données, les meilleures analyses possibles. Alors, c'est là quand même où l'intelligence artificielle entre en ligne de compte pour avoir des prévisions de vente et donc des prévisions d'approvisionnement beaucoup plus efficientes, ce qui n'est pas le cas. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. La société, le camion, vous savez, Iveco. Iveco cherchait à baisser ses coûts de fonctionnement de l'ordre de 10% par an. Et puis un beau jour, moi j'avais une discussion avec le directeur général d'Iveco, et je lui dis, bon, mais tu cherches 10%, mais comment tu vas faire? Ah bah, dit, bah, je vais faire baisser les prix de mes prestataires. Ah bah, je dis, oui, oui, c'est bien, mais je ne pense pas que tes prestataires ils gagnent 10%. Donc ça risque d'être difficile quand même. Hein. Et il me dit, ouais, mais comment on peut faire? Ah bah, je dis, pour moi, c'est extrêmement simple. Tout d'abord, en Europe, tu transportes 100 000 tonnes par an de blé détaché. De ces 100 000 tonnes par an de blé détaché, il y a 20 000 tonnes qui sont transportées sans création de valeur, juste pour réallouer les stocks au bon endroit. Parce que vous ne savez pas gérer les stocks à l'échelle européenne. Donc, vous n'allouez pas les stocks au bon endroit. Donc, vous transportez 20 000 tonnes de pièces pour rien, qui créent aucune valeur. Aucune. Deuxième point, vous gérez 180 000 références articles. Ces 180 000 références articles sont présentes dans les 5 entrepôts que vous avez en Europe. Je pose la question, d'après toi, combien de ces références articles sont des références stratégiques, donc qui doivent être proches du garage, des dealers, des garages et autres? Bon, il me dit 50 000. Non, 20 000. Combien de références sont moins stratégiques, mais un peu critiques? Il me dit 100 000. Je dis non, 25 000. Donc, vous traitez 45 000 références, 140 000 références, alors que vous en avez 45 000 de stratégiques. Pourquoi vous ne mettez pas sur les slow movers qui pèsent 100 000 références articles dans un entrepôt européen, dans un endroit qui coûte pas cher, où vous avez un approvisionnement fait pour chaque pièce, un turnover de moins de 2 ans par pièce, voire certaines pièces, 6 ans. Donc, vous créez un stock spécifique pour les slow movers, ceux qui ne bougent pas, un seul stock européen, et vous créez des stocks avancés pour les pièces critiques. Faisant cela, vous allez baisser le recours à l'aérien, vous allez transporter beaucoup plus par camion, et enfin, troisième point, tu vas optimiser tes coûts de transport et ton niveau de stock par rapport au groupe, tout en ayant une supply chain extrêmement résiliente. Un petit exemple, hein, tout bête. Et il ne s'agit pas, vous savez, pour faire ça, il ne s'agit pas de réunir McKinsey comme l'a fait le gouvernement avec les vaccins, ou le Boston Consulting Group en Bain et autres. On a fait l'analyse en 2 jours avec 2 personnes, tout simplement, en traitant les bonnes données qui nous permettaient de regarder ce qui était intéressant de regarder. 2 jours. Ouais, tout à fait. Là, je lis un truc. Là, c'est une partie de la stratégie logistique de l'armée française. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été aussi, c'est aussi une partie de la stratégie logistique de Renault, de Volkswagen. C'est clair. Mais, et ça, vous pouvez le regarder sur n'importe quoi. Donc, vous avez vu, il y a 3 drivers. Je ne vous ai pas parlé de 40 choses. 1, allouer les stocks au bon endroit. 2, faire en sorte à ce que les stocks soient traités de façon différente en fonction de la théorie ABC des produits. Et 3, l'impact sur les coûts de transport en fonction de la proximité des clients pour les stocks stratégiques versus les stocks non stratégiques. Ouais, c'est tout. Et bien, la conclusion de cela, les coûts logistiques ont baissé de 25%, et non pas de 10%,
Et l'accuracy, l'acuité pour délivrer, la qualité de livraison des produits au bon endroit est passée de 87% à 96%. Et ils ont optimisé leur cash flow de 250 millions de dollars en termes de stock. Donc, la gestion des risques en supply chain est clairement un nouveau concept. Alors, nouveau, pas totalement nouveau, mais il n'est pas décliné comme tel dans les entreprises. Et il va être décliné comme tel dans les entreprises maintenant. À la fois sur la manière d'avoir une supply chain résiliente et une supply chain simple, agile et efficace. Enfin, pour conclure, je pense, rapidement, qu'il est 4 heures. Oui, c'est ça, c'est bien. On est dans le temps. Time is running. Ouais, c'est pas mal. Hein, ouais. On time, hein, logistics. Bon, les opportunités, il ne va pas en manquer. Tout ce que je viens de vous lister là, honnêtement, si je reprenais tous ces slides, donc je reprendrais ces slides et vous mettez en face quel type de poste il peut y avoir, c'est incroyable. Incroyable. Ça va ouvrir des portes, je dirais, à des personnes comme vous, en particulier, parce que Goal est une formation excellente. J'espère que vous ne direz pas le contraire, hein. Mais c'est une formation excellente et on le vit bien avec les anciens et ça marche très très bien pour eux. Clairement, des opportunités vont être ouvertes très très largement sur des optimisations de supply chain, redéploiement supply chain, gestion des risques, création de supply chain simple, résiliente, et ainsi de suite. C'est devenu la supply chain, la logistique devient un service essentiel. Et tant mieux pour des sociétés comme ID Logistique, Kuehne+Nagel, Schenker, DHL et autres, parce que clairement, c'est pas facile tous les jours. Et très souvent, on nous oblige à faire et on a du mal à discuter avec nos clients. Maintenant, on commence à discuter avec nos clients et on est partie prenante de la discussion avec eux, tel que l'a évoqué Céline durant le Covid. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. La supply chain de la logistique devient un département critique, est devenu un département critique et sera de plus en plus critique. Et enfin, la supply chain et la logistique n'est plus le dernier maillon de la chaîne, c'est plus les achats, enfin ça l'est beaucoup moins. La logistique est perçue maintenant, ou la supply chain, comme un vecteur de création de valeur au sein des entreprises, ce qui n'était pas tout à fait le cas, tel que l'exemple d'HP que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Voilà, merci à vous. Merci, je pense qu'on peut réagir avec un petit applaudissement virtuel. Hein, si vous faites fonctionner ça, les étudiants, je ne sais pas si vous voyez. N'hésitez pas. Voilà, merci pour cette présentation qui montre bien tous les enjeux du moment, ce qu'on vit évidemment, qui peut être pris avec un regard peut-être effectivement gris foncé, ça dépend, ou noir, et puis en même temps voir finalement le repositionnement de votre secteur d'activité avec des perspectives et une vision plutôt positive, non pas au Covid, mais positive au projet et je dirais aux perspectives professionnelles pour vous. Donc merci Xavier pour cette présentation. J'en ai aussi appris au passage, donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à réagir, je vois des petites réactions. Voilà, je pense qu'il y a des... N'hésitez pas à faire vos commentaires, hein, je pense que ça fera aussi partie de la démarche, même si on n'est pas en présentiel, au moins que voilà, vous puissiez faire part de votre sentiment suite à cette première conférence.